Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la fatigue informationnelle. Alors, j'appelle ma vidéo « Fatigue, sommeil et marchand de sable mouvant ». Je ne suis pas certaine pour tout dire que le plus important soit celle-ci. Je veux parler de la fatigue informationnelle, mais plutôt la fatigue au sens large, qui à elle seule mériterait plus d'attention, voire à être philosophiquement disséquée. J'ai un livre en cours, figurez-vous, sur la souffrance, et je réalise que je dois y intégrer cet article. Mine de rien, la fatigue, quelle que soit sa nature, interroge le mythe de l'homme ou de la femme parfaite, celle ou celui qui ne flanche jamais, qui réussit tout, et à qui, donc, dans le non-dit, tout réussit. Autant dire que c'est très exactement le terrain qui fabrique de toutes pièces le burn-out, la dépression, et ce qui peut suivre et même vous mener jusqu'au suicide quelquefois. La fatigue, c'est comme la paresse. Ça doit retrouver ses lettres de noblesse. Votre corps vous parle, et vous êtes sommé de l'écouter et de vous reposer. La petite voix intérieure qui vous dit « Mais si, tu peux encore, allez, vas-y, mais si, tu peux. » Non. Cette petite voix-là, vous lui cassez la gueule et donnez raison à votre corps qui tire, lui, le signal d'alarme. Nous sommes dans un schéma, bien sûr, où vous avez été assez sage pour ne pas brouiller les pistes et donc autoriser votre corps à être bienveillant sur l'ensemble de la magnifique machine que vous êtes et à demeurer votre messager. Pas de caféine ou autre substance vous interdisant de dormir pour être au top. Oui, pour la caféine, je vous la fais soft, sachant que certains prennent des médocs ou drogues autrement plus pernicieux. Est-ce donc si criminel d'y avoir recours ? Criminel, non. Préjudiciable, pas davantage, dès lors que vous avez conscience que ça n'est pas une solution sur le long terme, simplement. Et que donc, ça n'est qu'occasionnel, et que ça n'est que des médocs ou méthodes qui ne sont pas des drogues illicites. Car si elles le sont, c'est qu'il y a une bonne raison. Certains pensent que de carburer ainsi une semaine entière ne pose pas de problème, dès lors qu'on peut rattraper son sommeil le week-end. C'est une idée reçue qui a la vie dure. Les médecins sont formels, partout. C'est là un mauvais calcul qui ne tient pas la route. Pour votre santé physique et donc psychologique, l'idéal demeure d'être à l'écoute de son corps dans la mesure du possible. Hélas, vu les contraintes sociales et économiques, beaucoup aujourd'hui en sont au point, au contraire, de ne pas parvenir à trouver le sommeil pour des raisons psychologiques le plus souvent. Aussi, entre certains qui ont un travail et frisent le burn-out, par manque de sommeil, et d'autres qui sont inquiets parce qu'ils se sentent rejetés d'un système qu'ils désapprouvent politiquement, ils se font traiter d'assistés, quelquefois, pour dire plus direct de sacrés feignasses. Il serait bon que le marchand de sable finisse par passer pour tout le monde, pourvu que ce dernier ne soit pas un marchand de sable mouvant pour l'individu qui s'enfonce, ou l'individu s'enfonce. Mais revenons à ce qu'on appelle la fatigue informationnelle qui inquiète et à juste titre. Je ne suis pas certaine, pour tout dire, que cette inquiétude soit bien légitime. Parce que la question non dite qu'elle induit serait la suivante, et je comprends par contre qu'elle s'impose. Est-ce qu'éventuellement cette fatigue informationnelle ne traduirait pas simplement un « tout pour ma gueule », croisé avec un « les autres, j'en ai rien à foutre ». Telle est la question qu'aujourd'hui beaucoup se posent, et on peut le comprendre. En vérité, bien malin qui pourrait prétendre pouvoir jauger vraiment où en est le citoyen français sur le sujet. Je dis français, mais c'est pareil dans les autres pays, avec quelques nuances, mais en gros c'est pareil. Pour quelle raison ? Précisément parce que, pour juger d'un phénomène de société, il faudrait pouvoir le comparer avec des données d'une autre époque, qui elles-mêmes, d'une part, n'existent pas, mais surtout dont les résultats auraient eux-mêmes été faussés, soit par une méthodologie de sondage différente, mais surtout par un contexte social ou d'une autre nature qui aurait parfaitement justifié des résultats complètement autres. Je veux dire que des tout pour ma gueule et les autres je m'en contrefous complètement, ça a toujours existé et ça existera toujours, malheureusement. Il est bien difficile, quel que soit le moment de l'histoire de l'humanité, d'aider le citoyen à être solidaire. Si ça n'est pas de son cœur que vient la démarche. Difficile ne signifie pas impossible. Aussi, nous sommes nombreux à tenter d'y œuvrer.
Oui, j'ai cette prétention. Je sais c'est prétentieux, mais j'ai cette prétention quand même. Je suis désolée. Ma nature optimiste tente au contraire à trouver l'être humain bien meilleur que ce que pensent certains. Et ceci qu'il touche des allocs ou pas. Alors, petite parenthèse sur le sujet, il y a une formule d'émission que j'aime bien et qu'on voit plus ces temps-ci tellement. Enfin, il y a les micro-trottoirs quand même à Zoom Zoom Zen sur France Inter, etc. Mais moi, je suis toujours stupéfaite de voir dans les caméras cachées et tout ça à quel point le passant peut être super aimable et il se fait piéger toujours parce que, en fait, il veut bien donner un coup de main, quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas sur une personne qui réagit bien combien de râteaux ils se sont pris avant. C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a eu 50 râteaux entre chaque personne qui réussit positivement? Est-ce qu'il y a 50 râteaux ou est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a 5 râteaux? Et c'est ça qui serait... Ça, ce serait intéressant. Tiens. J'aimerais bien savoir. Les dessous de la fabrication d'un micro-trottoir. J'aimerais bien savoir. Fermons la parenthèse. Alors, je reviens au feignasse en question. Là. Je reviens au feignasse. Je touche personnellement l'allocation adulte handicapé, qu'on appelle plus communément l'AAH, et je ne me sens pas coupable. Bon, c'est vrai que je me sens d'autant moins coupable que j'arrive pas à vivre de ce que je fais, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Il est plus aisé de donner à une association quand on sait quelle sera sa situation dans les mois qui viennent et qu'on a la chance d'avoir un toit sur sa tête et le frigo relativement rempli que quand ça n'est pas le cas et qu'on connaît l'insécurité alimentaire, pour ne parler que de celle-ci. Il y a un autre problème qui trompe considérablement la perception qu'on ait de cette fatigue informationnelle qui réside dans ce qu'on appelle les chaînes d'infos. La profusion de chaînes, de programmes, et plus spécialement des chaînes d'infos, qui à elles seules sont un phénomène de société, a pour conséquence de fournir une forme de trop-plein que certains perçoivent comme un péril vis-à-vis de leur équilibre psychologique. Que ceux qui ont la sagesse d'éteindre radio, oui j'ai bien dit radio aussi, je suis dure, radio, télé, portable, et ne se nourrir auditivement que de musique, chansons ou le simple silence, bénissent le ciel de cette sagesse. Se contenter du silence, quelquefois, fait un bien considérable et prépare une meilleure écoute du monde ainsi que de sa voix intérieure. En somme, parce que le silence, simplement, n'est qu'une invite que votre cerveau vous demande pour être l'heure qui suit, plus à l'écoute encore de ce que vous ambitionnez de recevoir du monde. Écoutez les infos pour les entendre uniquement, autant ne pas les écouter. Moi, de toute façon, c'est mon critère. Quand je prends conscience que j'entends et que je n'écoute plus, je ferme. Chacun connaît son seuil de tolérance, et c'est très bien ainsi. Le vrai problème résiderait plutôt dans le fait que de choisir de ne pas écouter vraiment les infos nous confronte au sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir être acteur du changement qui est nécessaire. Moi, je crois beaucoup aux petites rivières, aux petits rues qui font les rivières, qui font les fleuves, qui vont aux fleuves, qui vont à la mer. Je suis comme ça, vous ne changerez rien. C'est pas la peine. Chacun connaît ce seuil de tolérance et c'est très bien ainsi. Il convient de savoir jauger au niveau des programmes pour induire un sentiment de possible et donc d'espoir. C'est ce que fait France Télévisions et Radio France. Et je pense que ce sont des gens très bien inspirés. Parce que j'ai déjà expliqué ça longtemps quand même. Voilà. Il est là le problème aujourd'hui. Observer que politiquement, ça bouge de façon trop lente ou inefficace est une souffrance pour beaucoup. Elle peut être difficile à gérer, parce que sur le plan politique, par exemple, elle induit la colère, et la colère est toujours mauvaise conseillère. C'est pour cette raison qu'il importe d'avoir, dans la vie réelle, des activités qui vous relient aux autres humains, et que cette inquiétude d'ordre politique, sachant que le réchauffement climatique, c'est de la politique, ne supplante pas ce qu'on entend aux infos. Le souci aujourd'hui réside dans le manque d'équilibre qui existe, dans l'esprit de certains, chez les jeunes notamment, entre le virtuel et le réel. Hier, j'ai regardé Ça commence aujourd'hui, qui parlait du phénomène influenceur, de solitude et des réseaux sociaux. Merci pour cette émission parfaitement éloquente sur le sujet, si l'on observe justement que de devenir influenceur, c'est le fantasme absolu chez les jeunes aujourd'hui. Conclusion de l'émission, la face cachée du concept influenceur, c'est 85% de toxicité. Et la conclusion du psychologue est la suivante, je cite mot pour mot. Chaque influenceur sur Internet devrait obligatoirement être suivi par un psy. Voilà, tout est dit. Et avec le métavers qui arrive, le phénomène va s'empirer encore, ça ne fait aucun doute.
Et mon optimisme alors, il est où? Eh bien, en tant qu'influenceuse, personnellement, cette petite précision, ne vous fiez surtout pas au compteur de mes vidéos, parce que mon coach a la main sur tout le système me concernant, moi seule. Et ce compteur ne reflète absolument pas le nombre de vues réelles de mes vidéos. Dans cette émission, hier, j'ai appris plein de trucs que beaucoup ignorent, comme le fait qu'on peut acheter des followers. Pour moi, ça devrait être interdit, ce type de pratique. Interdit par la loi, je veux dire, sur le plan international. Je parle là des GAFAM, là pour ceux qui n'auraient pas pigé. Je savais pour Facebook, j'étais au courant qu'on pouvait acheter des likes, je savais qu'on pouvait acheter sur Facebook. Mais je savais pas que c'était pareil dans tous les autres boîtes du GAFAM. En fait, c'est pareil. Sur YouTube et tout, vous pouvez acheter des followers. J'ai appris ça hier. Le fait d'imaginer que les Kardashians ou autres achètent des followers, ouais, ça me fait vraiment rigoler. Excusez-moi. Oui, ça me fait vraiment rigoler. Bref. J'ai rien envie à Kardashian, franchement. C'est intéressant, non? Oui, je suis âgée de plus de 60 ans. Autant dire, je suis une vieille peau. Et sur ce point, je vous emmerde. Et je demeure optimiste. Voilà.